Donc, je suis Solène Muret. Je vais me présenter en quelques mots et je vais animer aujourd'hui cette notice avec Fabien. Alors, Hugo, je vous invite à couper votre micro si vous voulez bien. Merci, Hugo. Du coup, nous sommes tous les deux aujourd'hui à bord pour vous présenter lors de cette notice une présentation, un vrai lancement du HeadLab. Donc, juste pour vous présenter en quelques mots, aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée, l'objectif de bien comprendre ce que c'est que le HeadLab, ce que c'est que cet appel à projet et cet appel à manifestation d'intérêt. Donc ça, c'est la partie de Fabien qui va bien vous expliquer le contexte, les articulations entre les différents projets, quels sont les enjeux, quel est le niveau d'ambition. Donc ça, c'est Fabien à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes, qui va nous présenter de manière succincte cette partie-là. Et puis, comme je le disais au tout début, l'objectif, c'est aussi d'être vraiment dans l'interaction avec vous et donc de laisser un grand temps de parole et d'échange à travers des questions-réponses. C'est ce qu'on va voir juste après la présentation de Fabien. Je me présente juste en 1 minute, même pas top chrono. Je veux pas, c'est pas le vif du sujet aujourd'hui. Moi, je m'appelle Solène, je suis facilitatrice spécialisée en démarche RSE et je fais partie d'un trio avec Claire qui est dans la salle et Karine. Et nous sommes là pour tout simplement accompagner Fabien et le SPN dans la mise en œuvre, dans le lancement de ce HeadLab. Et donc, à ce titre-là, nous avons le plaisir d'animer aujourd'hui cette notice. Voilà, tout simplement en quelques mots. Comme je le disais, ce qui est hyper important pour nous aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans l'interaction, dans l'interactivité. Et donc, on va commencer tout de suite. Et avant de vous laisser, la parole à Fabien, je vais vous proposer à tout le monde de participer à un petit sondage qui va se lancer automatiquement sur notre salle Zoom que vous devez voir là. 3 petites questions. Je vous laisse 30 secondes, le temps d'y répondre. Et puis qu'on partage, voilà, que ça nous permet de faire un petit peu plus ample connaissance et de partager un petit peu nos profils au sein de cette réunion, puisqu'on est assez nombreux aujourd'hui. On est pour l'instant 65. Vous avez 3 petites questions, il suffit de cliquer. Et puis on partage ensuite les résultats. Comme tu veux. Alors Margot, je vous invite à couper votre micro si ça ne vous ennuie pas. Je suis désolée, mais je ne vois pas les questions. Vous ne voyez pas les questions. Alors, ça doit être une configuration de votre écran, puisque je vois que tout le monde y répond. Alors, si vous êtes sur un ordinateur, ça s'affiche dans une autre petite fenêtre. Ce n'est pas sur la même fenêtre de la visio. Sur quelle fenêtre, s'il vous plaît? Vous avez une autre petite fenêtre qui s'affiche automatiquement? Non. Alors, moi, je n'ai pas d'autres petites fenêtres, je ne vois pas en tout cas. Moi non plus. Oui, bonjour à tous. Moi non plus, je ne vois pas les questions. Vous êtes sur téléphone ou vous êtes sur ordinateur? Sur ordinateur. Et Alors, si vous faites F3, vous n'avez pas toutes les petites fenêtres qui s'affichent? Non. F3, moi j'ai une boîte de dialogue en haut qui s'affiche, mais c'est tout. C'est la même chose. Ok, alors ça doit être vraiment une configuration de votre ordi parce que moi je vois tout le monde qui vote en fait. Alors, Moi non. Peut-être cliquer sur le bouton sondage en bas de l'ensemble des caméras des autres. Il y a un bouton sondage, si vous cliquez dessus, ça devrait peut-être s'afficher. Pour répondre à la question de Jean-Marc, ce n'est pas le quart de la Nouvelle-Aquitaine, c'est le quart de la France. Effectivement, c'est une bonne question. Je n'ai pas de bouton sondage, donc... Moi non plus. Alors, juste une question, est-ce que vous avez un double écran? Si vous avez un double écran, ça peut apparaître sur l'autre écran. Non, on n'a pas de double écran. Non. Alors, c'est pas très grave. C'est pas Pas de bouton sondage, pas de double écran. C'est pas très grave, c'est pas très stratégique. C'était 3 petites questions. Je vais partager les résultats avec vous et donc du coup raconter à ceux qui malheureusement n'ont pas pu jouer. La première question, je vous demandais simplement
depuis quel endroit vous étiez connecté aujourd'hui. Est-ce que vous étiez dans le quart sud-ouest de la France, dans le quart nord-ouest, dans le quart sud-est ou dans le quart nord-est, pour avoir une petite idée de là où vous venez, tout simplement. Donc, pour partager avec tout le monde, on a une grosse majorité de quart sud-ouest, 57%. Mais on voit qu'il y en a qui viennent d'un petit peu plus loin. La deuxième question, c'était de savoir si vous étiez dans une organisation plutôt territoire d'expérimentation ou dans une organisation porteuse d'un projet en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur d'un projet, une start-up, un labo ou quoi d'autre. Donc ça, c'est les réponses en grosse majorité, puisque 63% d'entre vous êtes dans une organisation porteuse d'un projet, ou si vous étiez encore dans une organisation experte en innovation, 11%, un partenaire ou un institutionnel, 20%, ni l'un ni l'autre, et je le précise dans le chat, et c'est ce qu'on voit dans le chat. Merci Marthe, merci Léo, merci Emmanuel de répondre également dans le chat. Et la troisième question, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous êtes présent parce que vous voulez des infos pour candidater à l'appel à projet. AAP, appel à projet, ça concerne la majorité d'entre vous, à 41%. Vous êtes ici parce que vous voulez des infos pour candidater à l'AMI, à l'appel à manifestation d'intérêt. C'est le cas pour 7% d'entre vous. Vous voulez des infos sur le HeadLab, ça concerne 28% d'entre vous. Je vous faites votre curieux ou votre curieuse pour éventuellement vous décider plus tard à candidater soit à l'AAP, soit à l'AMI. Ça concerne 13% d'entre vous. Ou vous voulez tout simplement des informations pour les relayer au sein de votre organisation ou de votre réseau. Voilà les 3 questions, c'était pour faire un petit peu plus ample connaissance. Merci en tout cas à tous ceux qui ont pu y répondre. J'ai une dernière question à vous poser avant de laisser la parole à Fabien, et celle-ci, je vous la pose à l'oral, donc a priori, il n'y aura pas de petits problèmes techniques pour certains d'entre vous. Je voudrais tout simplement vous poser une question, si vous aviez la possibilité de n'en poser qu'une question, là tout de suite maintenant, avant même d'avoir eu le contenu et de rentrer dans le vif du sujet, quelle serait cette question? Voilà, quelle est votre première question que vous avez envie de poser? Et est-ce que vous pouvez tout simplement la noter dans le chat que l'on partage tous et auquel tout le monde a accès? Voilà. Je vous laisse 2-3 petites secondes pour partager avec vous votre première interrogation. Comme ça, ça va permettre à Fabien, je vais transmettre la parole à Fabien pour qu'il nous fasse une présentation, qu'il partage son écran. Et puis comme ça, on va partir sur cette partie-là. Et puis, comme ça, je prends connaissance pendant ce temps-là de vos questions. Fabien, c'est à toi. Allez, c'est parti. Super. Déjà, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Je pense que mon écran maintenant est bien partagé. Je suis Fabien Dahl du SPN, le réseau des professionnels du numérique. Et en effet, c'est moi qui vais avoir le défi de vous présenter le HeadLab. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire en seulement 10 minutes chrono, puisque, comme l'a bien rappelé Célène, l'idée c'est qu'on se laisse beaucoup de temps après pour les questions-réponses. Déjà, la première chose que je souhaitais vous dire, c'est que ce programme, il n'est pas né comme ça par hasard ici à Poitiers en Nouvelle-Aquitaine. C'est le fruit d'un long travail collectif de tout l'écosystème EdTech et il s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route beaucoup plus globale qui a vocation à identifier, accompagner et déployer des projets EdTech, mais pas tous les projets EdTech quelque part. L'idée de notre écosystème, c'est de concentrer sur ceux qui ont des valeurs fortes, qui ont un impact avéré, on y reviendra tout à l'heure, sur leurs apprenants, et donc d'être dans ce que moi je nomme la EdTech for Good. Donc, la Nouvelle-Aquitaine est aujourd'hui le territoire d'innovation, le lieu de passage obligé pour ces porteurs de projets, au travers de premiers programmes comme Startinov Studio. Et on a voulu aujourd'hui élargir encore le cercle des services qu'on pouvait proposer aux entreprises de la filière qui ont des besoins pour acquérir des connaissances sur ces marchés spécifiques de l'éducation et de la formation. Alors, ce programme, il a été monté pas par le SPN tout seul, c'est le fruit d'un travail collectif avec la région Nouvelle-Aquitaine, Grand Poitiers, la Technopole Grand Poitiers et Réseau Canopé. Et on s'est aujourd'hui associés tous ensemble pour proposer le HeadLab. Je vais d'ailleurs, pour la partie questions-réponses, être accompagné
de plusieurs de nos partenaires. Je pense notamment à Arnaud Pigny et Anne-Cécile Petit de la région. Je pense à Romain Valonesden et Marie-Caroline Missire de Réseau Canopé. Et très certainement également, Marie-France Brand de Grand Poitiers sera également connectée. Et ils m'aideront à répondre à toutes les questions que vous vous posez encore sur le HeadLab et sur son articulation avec l'appel à projet de l'AMI. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que la première chose qui est importante à noter, c'est que le HeadLab aujourd'hui, il repose sur un socle commun de deux dispositifs complémentaires qui font le programme HeadLab dans sa globalité. Tout d'abord, vous trouvez sur le guide des aides de Nouvelle-Aquitaine un appel à projet qui est destiné aux porteurs de projets innovants qui ont un produit ou qui veulent développer un produit dans l'éducation et la formation et qui ont ce besoin en expérimentation. Donc, c'est pour les offreurs de solutions que cet appel à projet est destiné. Et pour candidater, en fait, à partir du guide des aides, vous êtes renvoyé vers une plateforme qui est sur le site headlab.fr et qui permet de déposer via un formulaire sa candidature en ligne. Et ensuite, il y a en parallèle et lancé concomitamment un appel à manifestation d'intérêt qui permet, lui, de recenser les terrains d'expérimentation, c'est-à-dire tous les partenaires, les établissements, les collectivités, les tiers-lieux qui souhaitent accueillir, les entreprises bien sûr aussi, qui souhaitent accueillir une expérimentation en interne. Là, ce sont plutôt des demandeurs de solutions qui sont en phase de transformation pédagogique ou numérique et qui souhaitent aujourd'hui laisser la place à des startups pour que dans leur process d'innovation, ils soient en capacité de les aider en mettant à disposition des utilisateurs pour se développer. Donc là, il s'agit en fait d'un dossier à télécharger et à remplir qui est renvoyé directement à la région Nouvelle-Aquitaine pour se faire connaître en tant qu'AMI. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'appel à projet, il amène un soutien financier de la région, on y reviendra juste après, et que donc, qui dit lauréat de cet appel à projet, dit forcément candidature. Donc, si vous postulez à l'appel à projet, vous n'êtes pas automatiquement retenu. Il y aura un jury de sélection qui va se réunir et qui va sélectionner des lauréats. En revanche, pour l'appel à manifestation d'intérêt, il n'y a pas de processus de sélection. Tout le monde est accueilli pour enrichir en fait la base d'experts du HeadLab. Par contre, évidemment, il y a un matching qui sera organisé entre les lauréats de l'appel à projet et les terrains de maître d'expérimentation qui se sont manifestés. Donc peut-être que certains terrains d'expérimentation auront proposé une typologie d'utilisateur ou une problématique qui n'est pas desservie par les lauréats de la première campagne de l'appel à projet. Mais pour autant, on trouvera d'autres solutions d'accompagnement où il y aura d'autres vagues qui permettront également d'avoir d'autres solutions proposées. Voilà pour l'articulation entre les deux. Ensuite, à qui s'adresse ce lab? Eh bien aujourd'hui, donc là je parle vraiment de la partie réponse des porteurs de projets innovants à l'appel à projet. Aujourd'hui, on a imaginé que le lab il puisse intervenir avec des types de services différents selon le niveau de maturité des projets. Ainsi, que vous soyez au stade de l'idée, c'est-à-dire que vous avez un nouveau concept à tester avant de développer le produit, vous pouvez tout à fait candidater. Si vous êtes au stade de la réalisation, vous avez développé un premier prototype, un premier produit, vous souhaitez le tester pour l'améliorer en fonction des retours que vous aurez sur son impact pédagogique, sur les fonctionnalités, sur l'UX, eh bien, c'est également tout à fait pertinent de candidater. Et puis, vous pouvez candidater aussi à un stade encore plus mature. Vous avez cette fois-ci développé votre produit. Par contre, avant de le déployer, vous avez besoin de tester le modèle commercial, le mode de distribution et le prix auquel vous souhaitez le commercialiser. Et dans ces cas-là, pareil, on mettra en place une expérimentation qui est adaptée à ce besoin exprimé. Si vous êtes au stade de l'idée, il y aura une première phase avant la mise en expérimentation plus longue qui sera une phase de prototypage numérique. Et ce qui vous permettra en fait d'avoir déjà une première maquette ou un premier produit prototypé à tester au moment où on démarrera l'expérimentation. Voilà. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que l'appel à projet est ouvert au niveau national, donc vous êtes basé en Nouvelle-Aquitaine pour candidater. C'est ouvert à la fois aux startups, aux entreprises du numérique, aux sociétés de conseil et prestataires de services, notamment en ingénierie pédagogique, mais celle-ci, il faut qu'elle s'associe avec une entreprise du numérique, et également aux laboratoires de recherche, mais qui doivent être dans une logique de spin-off, c'est-à-dire d'être dans une échéance de création d'une entité commerciale qui va porter le produit développé, parce que ce ne sera pas qu'un produit de R&D, ce sera un produit commercial derrière.
Voilà. Il faut avoir un SIRET aujourd'hui pour pouvoir recevoir l'aide financière de la région. Si vous êtes encore porteur de projet en cours de création, il faut préciser que vous allez créer dans les toutes prochaines semaines. Sinon, vous ne pourrez pas être lauréat de la première vague. On vous invitera à recandidater plus tard, parce que pour que l'aide financière soit octroyée, il faut avoir un SIRET au moment du versement de la subvention. Au niveau des domaines d'intervention du lab, on est aujourd'hui sur l'apprentissage tout au long de la vie, c'est-à-dire que votre projet, vous avez envie de tester dans un environnement scolaire, parascolaire, ou plutôt enseignement supérieur ou formation professionnelle, ou c'est plutôt un sujet type orientation, développement des compétences, emploi. Tous ces secteurs d'activité seront servis par le EdLab équitablement, donc il n'y a aucun problème pour candidater. On affiche ici des technologies et des thématiques qui sont prioritaires parce qu'elles s'inscrivent dans la feuille de route qu'on a définie ensemble avec la région Nouvelle-Aquitaine, mais pour autant, ce n'est pas, on va dire, exclusif. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, il permet de transformer l'éducation et la formation, il permet d'apprendre tout le temps, il permet d'apprendre à tout âge, il permet d'apprendre partout. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à être créatif au niveau des terrains d'expérimentation que vous avez envie de tester. Au niveau des critères de sélection maintenant de l'appel à projet, vous les avez ici et sur le site, je ne vais pas tous vous les détailler. Ce qu'il faut que vous ayez en tête à ce stade, c'est qu'il y a des critères de sélection qui sont très classiques pour tout programme d'incubation, d'accompagnement, d'innovation, liés bien sûr à la pertinence du projet, à la dimension innovante et notamment par rapport à l'état de l'art de la concurrence, aussi aux compétences de l'équipe, parce qu'on dit toujours qu'avoir une bonne idée, c'est très bien, mais s'il n'y a pas une équipe qui est capable de la porter, de la développer, cette idée-là, elle ne vivra pas. Donc tout ça, ça fait partie des critères classiques qu'on va retrouver forcément au niveau du process de sélection. Mais on a aussi, nous, ajouté d'autres critères qui sont liés à cette feuille de route et ces valeurs dont je vous parlais tout à l'heure, où on veut, nous, accompagner des projets à impact. Et donc, au-delà de la viabilité du modèle économique, on va parler aussi quelque part, démarche RSE, démarche sobriété numérique. Quel est l'impact social, quel est l'impact pédagogique de la solution? Et puis également, quel est, ou non, ça peut être un bonus en tous les cas, son niveau d'utilisation des logiciels libres. Voilà pour cette première partie. J'imagine que vous avez déjà plein de questions, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les poser tout à l'heure. Maintenant, on va attaquer sur ce que peut vous apporter le EdLab. Alors, il y a 3 niveaux de contrepartie, j'irai complémentaires, qui sont proposés par le EdLab. Le premier, c'est la mise à disposition d'une base de données de partenaires qualifiés qui vont être en fait au service de votre expérimentation. C'est-à-dire que vous allez à la fois accéder à des terrains pour des tests utilisateurs qui vont permettre d'accueillir le produit en expérimentation. Vous avez ensuite un comité de sélection, de suivi et de validation des projets qui est un véritable conseil des sages, j'allais dire, qui sera là pour juger de façon bienveillante les projets en étant extérieurs à l'expérimentation. Ensuite, pour mettre en place cet XP, vous allez être accompagné. Vous allez être accompagné selon vos besoins par des experts en innovation ou en ingénierie pédagogique ou en numérique pour la partie prototypage. Et puis enfin, le fait d'être lauréat du EdLab vous ouvrira aussi accès à des laboratoires de recherche qui vous permettront de mettre en place et de réaliser avec vous un protocole scientifique, si besoin. Parce qu'en fait, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait candidater et n'avoir besoin que d'une partie de ces expertises que je viens d'évoquer. Et il faut l'expliquer dans le dossier, ce n'est pas rédhibitoire. De même que vous pouvez déjà avoir identifié certains partenaires, et c'est très bien, et il faut le mettre et il faut l'inscrire. Il faut exprimer quels sont les besoins complémentaires dont vous avez encore besoin. Ou vous pouvez partir en ayant déjà le produit, mais aucun partenaire encore. Et dans ces cas-là, ce n'est pas rédhibitoire non plus, simplement, il faut l'expliquer et l'exprimer clairement. Mais en tous les cas, ne vous inquiétez pas, s'il vous manque des partenaires, ça ne vous empêche absolument pas de candidater, bien au contraire, puisque la contrepartie majeure du EdLab, c'est celle-ci, vous mettre à disposition ces bases de données experts. Au niveau des prestations apportées, le EdLab, en fait, il va être là pour développer avec vous une méthodologie d'innovation et d'expérimentation. Donc là, je vous ai mis les 3 types de prestations qu'on va retrouver dans le lab par couleur, avant, pendant et après. Donc avant le lab, c'est un bootcamp et des phases de préparation de l'expérimentation, d'identification, définition des besoins, identification des partenaires et contractualisation avec ces partenaires pour qu'ils vous accompagnent sur l'expérimentation.
Là, j'évoque la base de données dont on vient de parler. Et pour les projets au stade 0, un premier passage par une étape de prototypage numérique en mode Startup Studio. Ensuite, pendant l'expérimentation, ce sera des séances régulières de testing qui seront modélisées et organisées avec nous dans le terrain d'expérimentation, des permanences avec les experts identifiés, et puis au moins un comité d'évaluation intermédiaire, et peut-être plusieurs s'il y a un laboratoire de recherche, pour s'assurer, itérer et modifier si besoin l'expérimentation en cours de route. Et puis enfin, une fois que l'expérimentation est terminée, l'idée, c'est pas seulement de tester, c'est aussi de vous aider à déployer votre projet. Et pour ça, on a imaginé 3 types de prestations. Tout d'abord, l'organisation d'un comité des acheteurs, qui seront en fait des structures équivalentes à votre terrain d'expérimentation et où vous pourrez organiser avec les experts et votre terrain d'expert un retour d'expérience qui démontrera quel a été l'impact de votre solution sur les apprenants. Également prévu courant d'année 2021, l'ouverture d'une marketplace qui permettra d'avoir accès à une historique des expérimentations et de pouvoir proposer directement des vidéos, des prises de contact par mail et la réalisation de devis pour vous aider et vous faciliter la vente et la prise de commande. Et puis enfin, des actions de communication. Et je reviendrai tout à l'heure sur l'une d'entre elles que l'on a déjà imaginée. Et enfin, la troisième contrepartie du HeadLab, c'est la partie soutien financier, puisque chacune des expérimentations fera l'objet d'une subvention d'investissement de la part de la région Nouvelle-Aquitaine dans une limite de 50 000 € par projet. Vous voyez que sont détaillés ici les types de contreparties pour lesquelles vous pouvez demander un soutien financier. C'est une prise en charge à 100%, ce qui est quelque chose quand même de très très rare. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les dépenses externes, vous pourrez les réaliser qu'auprès d'experts qui auront été validés par le HeadLab et qui donc se trouvent déjà aujourd'hui dans la base de données des experts ou seront complétés parce qu'il y avait un trou dans la raquette que vous nous aurez aidé à identifier. Mais ce seront tous des partenaires néo-aquitains pour le coup qui seront du coup soutenus pour vous aider, soutenus financièrement pour vous aider dans l'accompagnement via la prestation de services qu'ils auront mis en place pour vous et que vous leur verserez. Voilà, attention, petit warning, l'aide du HeadLab et Arnaud et Anne-Cécile de la région pourront préciser les choses après, rentre dans le calcul de ce qu'on appelle les aides de minimis. Alors c'est un petit peu technique, je ne vais pas vous assommer tout de suite, mais ça veut dire que si vous avez déjà reçu 200 000 € de subventions publiques qui rentrent dans le cadre des minimis sur les 3 dernières années, dans ce cas-là, vous avez atteint un plafond que vous n'avez pas le droit de dépasser. Et enfin, pour terminer, le calendrier. Alors c'est vrai qu'on nous a beaucoup interrogé sur le fait qu'il y avait 2 dates différentes, mais c'est parce qu'il y a quelque part 2 dispositifs complémentaires. Donc en fait, il faut bien avoir en tête que la date limite pour les porteurs de projets innovants qui cherchent une expérimentation, c'est celle de l'AAP qui est fixée au 30 novembre 2020, donc il reste peu de temps pour remplir son dossier de candidature, alors que la date limite pour les terrains d'expé qui se proposent à accueillir des expérimentations, elle est fixée au 18 décembre. Ensuite, il y aura une phase de présélection des projets via un vote en ligne et un comité technique, et ensuite une sélection finale des projets où les projets présélectionnés seront invités à faire en visio une courte présentation de leur projet avant que la sélection finale, et la sélection finale elle aura lieu maximum 14 décembre, et donc dès le 15 décembre vous aurez déjà un retour sur le fait que vous êtes lauréat ou pas du HeadLab. Voilà, donc ensuite la partie opérationnelle, ce sera janvier-février, la construction. Et ensuite, à partir de mars, pour une durée de maximum 6 mois, mais ça peut être entre 3 et 6 mois, vous aurez cette campagne d'expérimentation qui se déroulera, donc maximum jusqu'au 30 août 2021. Et à noter que une première action de communication sera réalisée dans le cadre du InFine, Forum international du numérique pour l'éducation, qui aura lieu du 2 au 4 juin 2021 à Poitiers et en ligne. Ce sera un événement hybride. Et à cette occasion-là, on organisera un premier retour d'expérience et une mise en lumière des projets sur cet événement qui a vocation à devenir un des événements d'envergure nationale de la filière des EdTech. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie présentation. C'était un peu en mode, je l'avoue, mitraillette, et j'ai évoqué beaucoup de sujets. Mais bien sûr, on va pouvoir revenir plus en détail, et surtout, on vous redonnera à la suite de la réunion les coordonnées que j'affiche ici pour que vous puissiez me contacter en direct et poser toutes les questions complémentaires et rentrer aussi, bien sûr, dans le cadre de votre projet pour que je puisse vous conseiller avant de le déposer.
Super. Voilà. Merci Je te beaucoup, redonne Fabien. On va du coup pouvoir attaquer les échanges avec les questions-réponses. Alors, effectivement, par rapport aux premières questions qui ont été posées avant même ta présentation, ben, il y en a beaucoup auxquelles tu as déjà répondu. Donc, c'est déjà un bon début, comme on dit. On a d'autres questions. Je te propose peut-être d'amorcer avec quelques questions. Et puis, si certains d'entre vous veulent prendre la parole et veulent poser leurs questions en direct, c'est avec grand plaisir, que ce soit avec ou sans caméra, mais surtout avec le micro, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi tout simplement continuer à utiliser le chat. On va essayer de répondre au maximum de questions. La première, dans l'ordre, qui nous demande, est-ce qu'on peut candidater aux 2 projets ? C'est une question en effet qui nous est déjà revenue et Arnaud et Cécile, je vous laisserai compléter aussi si besoin. En soi, on va dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui peuvent être à la fois porteurs d'une solution numérique et potentiellement terre d'accueil parce qu'ils ont eux-mêmes acquis un certain nombre d'utilisateurs qui peuvent mettre à disposition d'autres solutions. Donc oui, vous pouvez être les deux, mais pas sur une même campagne. C'est vrai que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le Headlab, il va revenir régulièrement. Et en fait, il y aura 2 campagnes par an. Et il y aura une deuxième campagne, par exemple, dès avril 2021. Et là, ce qu'on conseille, en fait, nous, c'est ne prenez qu'une position sur une campagne. Et après, vous pourrez tout à fait prendre une autre position sur une autre campagne. D'ailleurs, c'est vrai pour la PLAMI, mais c'est vrai aussi pour devenir expert, parce qu'on peut être une entreprise du numérique et accompagner les entreprises sur du prototypage, mais on pourra le faire que sur une campagne où on n'a pas été nous-mêmes candidats pour en fait être accompagnés par le lab. Il est important de bien distinguer les choses. Ok. Une autre question qui revient souvent, combien de lauréats ? Alors, difficile de répondre précisément à cette question parce que ça va évidemment dépendre de la qualité des dossiers. On a quand même quelques marges de manœuvre. Est-ce que Anne-Cécile ou Arnaud, vous voulez prendre la parole sur cette partie-là ? Je peux répondre déjà sur le principe, sur la partie appel à projet et le budget qui a été voté pour un premier délai qui va grosso modo s'étaler sur 18 mois et à peu près d'environ 400 000 €. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité de pouvoir accompagner, sachant que Fabien vous disait tout à l'heure que l'enveloppe maximum par projet pourrait aller à 50 000 €. Ce qu'on a anticipé, c'est que sans doute tous les projets ne consommeraient pas toute cette enveloppe-là. Donc, ça veut dire que sur les 2 premières vagues, on avait budgété grosso modo une quinzaine d'expérimentations. Donc, ça voulait dire plutôt sur la première vague, celle-ci, qui était plutôt aussi pour nous un enjeu de bêta-tester un peu le dispositif pendant sa phase d'implémentation. C'était plutôt de se dire sur cette période courte avec cet enjeu notamment d'atterrir en juin 2021, on était plutôt sur un périmètre de 3 à 5 expérimentations sur la vague 1 et puis sur la vague 2 dont l'appel à projet va se lancer dès le mois d'avril, plutôt une dizaine de projets complémentaires. Après, face à l'engouement et face même à la réaction de différents de nos partenaires, on se laisse éventuellement la possibilité de pouvoir en sélectionner davantage, surtout quand on voit la qualité des projets qui sont là aujourd'hui. Après, l'enjeu, pour que ça ne soit pas un dispositif qui soit déceptif pour une partie ou l'autre, c'est aussi qu'on puisse avoir en face les terrains d'expérimentation qui vous permettront de vraiment expérimenter pleinement la proposition de valeur du lab. Donc, du coup, de ce côté-là, ça avance bien aussi. Je pense que ça sera peut-être aussi un des éléments qui nous permettront de positionner le curseur sur la première vague. Si on n'a peut-être pas assez de terrain ou pas assez de matching a priori, on se dira que peut-être on se laissera plus de possibilités sur la deuxième vague. Mais bon, voilà, sur les 18 prochains mois, je pense qu'il y en a au moins une quinzaine. On prévoit au moins une quinzaine et j'espère qu'on pourra aller même au-delà si jamais l'intérêt global se confirme sur le dispositif. Ok. Merci Arnaud. Je continue avec d'autres questions qui sont posées. Y a-t-il un aspect R&D qu'il faut présenter dans le cadre de cette expérimentation ou pas forcément? Et puis une autre question qui ressemble, à mon avis, on peut répondre en même temps. Est-ce qu'on est sur de l'innovation numérique ou de l'innovation pédagogique? Alors, là aussi, je laisserai Arnaud compléter s'il le souhaite. Oui, il faut afficher de la R&D. Maintenant, ça dépend ce qu'on entend par R&D. Comme je disais tout à l'heure en introduction, on peut vouloir expérimenter un projet innovant avec une dimension scientifique qui n'est pas très forte et du coup ne pas avoir besoin de l'encadrer avec, on va dire, une R&D lourde et un laboratoire de recherche. Peut-être que des ingénieurs experts pédagogiques
pourront suffire à encadrer cette expérimentation. Et parce que l'élément qu'il y a à valider, c'est plus une innovation d'usage ou de service dont la R&D n'est pas très forte. Donc, voilà, le curseur, il n'est pas mis forcément de façon très, très importante par rapport à ça. Ensuite, sur l'aspect numérique, oui, il faut quand même qu'il y ait un aspect numérique. Si l'innovation, elle est d'ordre pédagogique, il faut qu'il y ait une dimension numérique dans la pédagogie qui est mise en place ou que le numérique soit un support de la pédagogie mise en place. Parce que là, on est bien en effet sur un sujet tech et sur un appel à projet qui est pour l'expérimentation d'innovation numérique pour l'éducation et la formation. Ok. Arnaud, vous voulez compléter? Non? Pas mieux. Ok. Une autre question, Margot qui s'interroge sur la possibilité de solliciter une aide pour la mise en réseau et l'expérimentation d'une solution déjà commercialisée. Alors oui, c'est un cas de figure auquel on a pensé également. C'est possible. Maintenant, il faut voir depuis combien de temps c'est commercialisé et à quelle échelle. Je m'explique. C'est vrai que quand on a lancé ce dispositif d'expérimentation, on l'a fait parce qu'on voyait au fil des accompagnements qu'on faisait depuis plusieurs années que c'était quelque chose aujourd'hui qui manquait dans l'écosystème. Mais on sait aussi pertinemment que parfois certaines entreprises sont, entre guillemets, baladées d'expérimentation en expérimentation pendant plusieurs années sans jamais avoir la possibilité de déployer et de vendre, ce qui quelque part met à mal leur modèle économique. Donc toute notre logique, c'est pas de réaccompagner des projets qui ont déjà enchaîné quelque part des phases de test sans réussir vraiment à rentrer sur le marché parce que ça n'aurait pas d'intérêt économique supplémentaire pour ces entreprises-là. Si l'entreprise, elle vend déjà et qu'elle veut passer par le lab, c'est qu'il y a une raison précise. Soit elle veut tester une nouvelle fonctionnalité, soit elle veut le tester auprès d'un nouveau type d'utilisateur qu'elle ne touche pas encore. Et là, dans ces cas-là, par contre, c'est intéressant parce que ce n'est pas un problème de modèle de développement commercial actuel. Il faut au contraire démontrer que celui d'aujourd'hui, il fonctionne plutôt bien, mais parce qu'elle veut aller en chercher d'autres en complément et en diversification. Et là, c'est dans ces cas-là possible. Ok. Une question, quels sont les partenaires du EdLab? Alors, on ne pourrait pas tous vous les lister aujourd'hui, déjà parce que, pour être tout à fait honnête, on est encore en train de constituer la base de données qui ne sera ouverte que début janvier aux lauréats. Il y en aura énormément parce qu'on essaye d'être le plus exhaustif possible, mais bien sûr, on garde quand même des structures assez pointues. Et il y aura au minimum 50, allez, je vais m'engager, mais il y aura au minimum 50 experts numériques, 30 experts innovation, 30 experts ingénierie pédagogique, au moins une dizaine à une quinzaine de laboratoires de recherche. Donc, on ne peut pas tous les lister. Par contre, ça, c'est la typologie d'acteurs qui sont présents. Après, j'ai parlé en introduction du fait que parmi les fondateurs du programme, il y avait Réseau Canopé. C'est vrai que c'est important de préciser que Réseau Canopé, il va jouer un rôle majeur dans l'accompagnement des projets qui s'adressent au marché scolaire et à l'éducation nationale. Parce que Réseau Canopé a aujourd'hui une expertise et une connaissance de ce marché qui fait qu'il va être en capacité de proposer un accompagnement, je dirais, de A à Z qui sera hyper bénéfique pour les projets présentés. Et donc, ça fait partie des acteurs majeurs. Après, les autres acteurs majeurs de l'écosystème, je pense ici à Poitiers, le CNED ou l'IH2EF vont bien sûr être partie prenante du programme, de même que les laboratoires de recherche majeurs. Forcément, je ne vais pas tous les citer, mais je pense au Labri à Bordeaux, je pense à Exlim à Limoges, je pense au L3I à La Rochelle, à Techné, au CERCA à Poitiers vont également faire partie du dispositif. Et puis, quelque part aussi, tout un ensemble d'experts indépendants ou de petites entreprises qui ont peut-être moins de renommée, on va dire, médiatique que ceux que je viens de citer, mais qui, par contre, sont dans l'accompagnement quotidien des projets en Nouvelle-Aquitaine et qui sont tout à fait en capacité également d'être des experts de rang sur ce programme. Ok. Peut-on cibler d'autres publics que les publics scolarisés? Je pense, c'est Fatma qui nous dit, je pense aux jeunes déscolarisés ou décrocheurs. Alors oui, tout à fait, Fatma. C'est une très bonne question et une bonne approche, je dirais. En effet, l'idée, si on déploie un effectif comme le EdLab, quelque part, c'est aussi d'essayer d'aller toucher des apprenants qu'on a du mal à identifier aujourd'hui par les dispositifs ou les circuits traditionnels. Et c'est vrai que les enfants qui sont scolarisés et qui n'ont pas de difficultés sont, on va dire, aujourd'hui plus facilement en capacité d'avoir accès à des solutions EdTech parce qu'elles sont dans un environnement scolaire qui est porteur. Là, on va tout faire en effet pour mettre en place
des moyens pour aller identifier des publics scolaires un petit peu plus compliqués, un peu plus difficiles à toucher. Et donc, si vous exprimez précisément dans votre réponse à l'appel à projet votre besoin par rapport à ça, parce que, voilà, je ne prends pas l'exemple parce que on peut mettre beaucoup de choses différentes derrière ces termes de déscolarisés ou décrocheurs. En tous les cas, oui, nous, on va aller identifier, chercher les leviers pour ça. On travaille beaucoup avec les collectifs, par exemple, d'éducation populaire. On travaille beaucoup avec les collectifs parascolaires, en complément du partenariat qu'on a aussi, bien sûr, avec le rectorat région académique, pour proposer en effet différents types de populations scolaires. Ok. Alors du coup, une école du numérique gratuite existante peut-elle bénéficier d'aide pour continuer à exister? Première question. Et deuxième partie, tu vas parler de tiers-lieux. Quel type de tiers-lieux peuvent bénéficier de ces aides? Allez, je te laisse prendre la main, Arnaud. Pour répondre directement à la première question sur les écoles, l'objectif des aides qui vont être octroyées ne sont pas des aides, ce qu'on appelle au fonctionnement. Donc, en revanche, une école sur le numérique, qu'elle soit gratuite ou pas gratuite, peut tout à fait plutôt, pour le coup, je pense, se porter candidate à l'appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire qu'elle est candidate pour que des expérimentations se déroulent en son sein. Et vu que les expérimentations seront financées à 100%, ça veut dire que ce sera un dispositif qui ne lui coûtera rien et sur lequel elle pourra expérimenter. Pour répondre à la partie tiers-lieu, la tiers-lieu, c'est pareil, il n'y a pas de typologie de tiers-lieu particulière. Je crois, a priori, le sujet, c'est plutôt de se dire, ça concerne les tiers-lieux essentiellement qui en leur sein, déploient des programmes de formation et sur lesquels il y a une problématique là-dessus. L'angle d'attaque sur la partie appel à manifestation d'intérêt, c'est vraiment d'identifier des terrains, mais des terrains avec des problématiques. C'est vraiment de trouver des structures qui ont une problématique aujourd'hui à résoudre, soit stratégique, soit directement liée au programme de formation. Et l'expérimentation vient apporter un élément de réponse à ce sujet-là. Donc, potentiellement, tout type de tiers-lieu déployant de la formation peut être éligible, y compris de la formation, peut-être même aller loin, mais des formations hors format. J'ai envie de dire, aujourd'hui, nous, on a une politique régionale en matière de numérique responsable, par exemple, des tiers-lieux qui exploreraient des solutions d'apprentissage du coding, de solutions d'apprentissage de la low-tech ou du DIY ou de choses comme ça. Pour moi, serait potentiellement aussi éligible dès lors qu'il y a une problématique de formation sur les thématiques. Merci. Je continue. Alors du coup, pour les expérimentations, avez-vous déjà identifié des écoles primaires qui accepteraient d'expérimenter le projet? Et je couple avec une autre question qui est posée. Si nous avons déjà identifié des écoles, collèges, lycées prêts à expérimenter, doit-on les inciter à répondre à l'AMI ou les indiquer dans notre dossier ou les deux? Très bien. Alors, je vais plutôt répondre par la deuxième question. Comme ça, c'est plus rapide. Les deux, en effet. Les deux peuvent être bien. Il faut comprendre que sur la partie scolaire, comme je disais tout à l'heure, on a tout à fait un partenariat avec la région académique Nouvelle-Aquitaine. Et d'ailleurs, je salue, puisque j'ai vu que Sylvie Kossik faisait partie des participantes, qui est la déléguée numérique. Bonjour à tous. Bonjour Sylvie, je vais te laisser la parole d'ailleurs si tu le souhaites, mais oui, des écoles primaires vont pouvoir en effet être accessibles dans le cadre du programme. L'idée, c'est qu'en effet, la région académique est en train d'identifier et de mobiliser à la fois des établissements et des enseignants qui ont envie de participer au programme. Et moi, j'allais dire que la commande, entre guillemets, que j'ai passée à Sylvie, c'est qu'on essaye d'avoir un panel le plus exhaustif possible entre des établissements du premier et du second degré, des établissements qui ont uniquement des formations généralistes et d'autres qui ont des formations professionnelles, des établissements situés plutôt dans des environnements urbains ou dans des environnements ruraux, pour que quelque part, on soit en capacité de s'adapter à tous les besoins qui seront exprimés derrière par les porteurs de projets. Ok. Alors, un petit peu une autre question. Alors, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à faire signe, parce que je reprends les questions que je croise dans le chat, mais si vous voulez intervenir, c'est avec plaisir. J'ai une autre question sur les cités éducatives de la région seront-elles associées? Avec une autre question qui n'a rien à voir, mais un porteur de projet est-elle une personne physique ou morale? Alors, je ne sais pas, Arnaud, si tu vois ce que c'est que les cités éducatives de la région, comme peut-être tu peux préciser? Pour la seconde question, c'est plutôt personne morale, puisqu'on demande
notamment un SIRET dans le dossier. Alors, sur les cités éducatives, en fait, ce sont les établissements REP+, qui sont en cité éducative. D'accord. Voilà. Je vois. C'était ça D'accord, la oui. question. A priori, ils peuvent tout à fait être candidats côté AMI. Oui, de la même manière, je pense qu'il n'y a aucune restriction. Et au contraire, moi, je les invite vivement, je vous invite vivement à candidater, effectivement. Jérémy, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Ça concerne les partenaires. Il est demandé dans le dossier de candidature si on a déjà identifié des partenaires. J'ai cru comprendre donc que la base de données des partenaires n'est pas encore disponible. Mais du coup, ça m'interpellait dans le sens où si on souhaite identifier des partenaires, autant savoir s'ils vont être parmi cette liste des partenaires présents dans la base de données. Du coup, est-ce qu'on pourrait accéder à une version même incomplète de la base de données afin de cibler nos efforts d'identification des partenaires? Alors, non, ce que je t'invite dans ces cas-là, Jérémy, c'est en effet avoir un échange en direct avec moi sur la typologie du projet pour bien préciser les choses. Mais l'idée, c'est dans le projet surtout de déclarer précisément les partenaires que vous avez déjà et ensuite d'exprimer votre besoin en type de partenaire qui vous manque. En disant, moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est, par exemple, je prends un exemple totalement au hasard, un chercheur en sciences cognitives qui a une spécialité mathématique. Et donc, nous, on ne vous ouvrira pas la base des partenaires avant pour vous donner, on va dire, le bon nom. Mais par contre, moi, je suis à disposition pour vous aider à préciser votre besoin pour que dans le projet, ce soit particulièrement clair. Mais ce ne sera pas du tout rédhibitoire de ne pas afficher un nom, on va dire, dans le dossier. Ce ne sera pas pour nous un manque de connaissance de l'écosystème, mais au contraire, ça veut dire que vous avez su identifier les partenaires que vous avez déjà, vous avez su exprimer un besoin précis. Et comme c'est la contrepartie du HeadLab de vous proposer ces bases de données experts quand vous serez lauréat, eh bien, c'est normal, ce n'est pas problématique dans la sélection, quelque part, de ne pas avoir indiqué des noms dans son dossier, mais d'avoir indiqué des typologies de partenaires. D'accord, très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, je continue. Est-ce qu'il y a peut-être une autre personne qui veut prendre la parole? Oui, vous m'entendez? Oui, Julien, on vous entend. Oui, bonjour. Oui, moi, pour rebondir sur le sujet, je suis capable d'exprimer mon besoin en termes d'expérimentation, de compétences. Par contre, je crois qu'il y a un volet financier dans le dossier où on doit commencer à budgétiser. Donc, ce que l'on budgétise, c'est ces coûts d'expérimentation. Enfin, pour l'instant, moi, je ne suis pas capable de le faire, du coup, vu que je ne sais pas les experts qui vont être en face. Vous ne savez pas quels experts vont être en face, mais normalement, dans le cadre de votre réflexion sur votre projet, vous devez être en capacité, quelque part, d'estimer quel type de besoin vous avez en termes de prestations et de produits. Et après, il ne faut pas être au devis près, au devis à l'euro près. L'idée, c'est plutôt de pouvoir afficher des fourchettes et des montants dans la limite de 50 000 €. Et c'est difficile de répondre comme ça, mais de se dire, ce type d'expertise, je pense que pour mon projet, ça doit prendre à peu près tant de jours, donc la valeur doit être à peu près de temps. Voilà, et d'être dans des fonds estimatifs, quoi. Oui, ça, je suis capable de mettre un temps à peu près, oui, ça c'est sûr. Plutôt évaluer en temps homme, finalement. Mais après, vous appliquez, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Merci. Mais là aussi, encore une fois, si vraiment vous avez une grosse question, ou voilà, une catégorie parce que c'est normal, vous ne connaissez pas du tout ce type de prestation, vous ne savez pas l'estimer, c'est là où moi je suis à votre disposition pour vous aider avant la clôture de votre dossier, à vous conseiller en fait sur ces parties-là. D'accord, ok. Ne pas hésiter à me contacter en direct. Ce sera le cas. Sur la durée de l'expérimentation, en fait, qui démarre autour du mois de mars et qui doit se terminer fin août, est-ce qu'il faut qu'on transmette des résultats, est-ce qu'il faut qu'on ait déjà des résultats définitifs, ou est-ce qu'on peut prévoir que les résultats mettront plusieurs mois encore à être concluants, je dirais, ou non concluants? Ouais, non, c'est une très bonne question. C'est vrai que nous, on veut que le dispositif il soit le plus souple possible. Et en effet, j'ai vu passer à un moment donné un commentaire dans le chat. C'est vrai que pour de la R&D assez lourde, 6 mois, c'est trop court. Il y a certains projets qui vont demander
des allers-retours sur plusieurs phases de développement technique qui vont prendre 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas souvent le cas dans les tech, ça l'est dans beaucoup d'autres domaines comme les biotech par exemple, mais ça peut arriver quand même. Donc en effet, nous, on va forcément limiter l'expérimentation parce que c'est le cadre qu'on a défini à 6 mois, mais si tout n'a pas été validé, ce n'est pas très grave en soi. Ça n'empêchera pas d'aller au bout, d'aller sur l'enveloppe financière et de communiquer sur les résultats. Par contre, l'entreprise elle pourra continuer son expérimentation après, mais ce sera plus encadré par le Headlab et puis financé de la même façon. Mais ce sera tout à fait possible de la poursuivre ensuite. Une autre question, est-ce que le développement de logiciels est éligible dans les dépenses? Alors, oui et non, j'allais dire. C'est-à-dire que, ouais, Arnaud, je te laisserai compléter après. En effet, on a mis dans le dossier qu'on pouvait, et je l'ai exprimé à l'oral pour les projets au stade de l'idée, qu'on pouvait profiter du lab pour avoir une première phase de prototypage numérique. Maintenant, on s'entend bien sur le fait que l'enveloppe totale d'un budget elle est de maximum 50 000 € et que donc forcément, on n'est pas, tout dépend ce qu'on entend par développement de logiciel. Nous, on est plus dans l'esprit de développement d'un premier prototype sur la base de maquettes, sur la base de premières fonctionnalités d'une application qui peuvent tourner et sur lesquelles on peut recueillir des données, mais on n'est pas sur un logiciel fini très lourd de A à Z. C'est clair, c'est là où il faut savoir mettre le curseur. Ok. Dans le règlement, il est indiqué une même personne morale ne peut être porteuse ou partenaire de plus d'un projet candidat à l'appel à projet. Néanmoins, est-il possible d'être porteur d'un projet pour lequel nous ne sollicitons pas de financement et d'être à la fois prestataire sur un autre projet? C'est la question piège. Ouais, voilà. Il fallait bien qu'elle arrive à un moment donné. Quand je ne réponds pas, vous avez compris, c'est la question piège et ça veut dire que j'attends qu'Arnaud réponde. Mais Arnaud va assumer jusqu'au bout. Oui et non. Enfin, si on s'applique au règlement dans la mesure où ce n'est pas les mêmes sirettes qui vont être candidats, j'ai envie de dire que oui. Après, typiquement, dans la sélection des projets, je pense qu'à un moment donné, ça peut aussi faire partie des critères de se dire on ne choisira pas 3 projets avec 3 entités identiques derrière ou 5 projets avec des entités derrière. Donc, oui, compte tenu du règlement d'intervention, c'est possible. Après, ce n'est sans doute pas dans l'esprit aujourd'hui. Ok. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport au budget. Je vous les pose d'une manière groupée. Dans le budget de 50 000 €, faut-il chiffrer l'intervention des experts et partenaires? Vous y avez déjà répondu. On est d'accord qu'on peut présenter un budget à 100 000, dont 50 max de subventions. Et est-ce que les sommes déjà utilisées pour un projet peuvent être prises en compte pour la demande de subvention? Alors, pour cette dernière question, la réponse elle est non, parce que c'est un enjeu réglementaire. Les aides qui sont attribuées ont un principe d'incitativité. Ça veut dire que toutes les dépenses sont éligibles. Toutes les dépenses éligibles sont celles engagées après constitution de ce qu'on appelle une saisine, et la saisine, en l'occurrence, sera le dépôt de dossier. Donc, sur ce point-là, c'est clair que non. D'autant plus, encore une fois, là, on est plutôt dans l'esprit du dispositif, que le dispositif a plutôt vocation, et ça répond aussi, ça fait un peu écho à ce que disait Fabien sur le développement tout à l'heure de logiciels, le financement a quand même vocation majoritairement à financer l'expérimentation. Et l'idée, c'est vraiment ça, la qualification et l'évaluation des projets. Donc, du coup, j'aurais tendance à croire que des coûts engagés avant sont des coûts liés au développement de la solution et que l'aide qui est apportée vient plutôt après financer l'évaluation et la qualification. Ok. Et pour répondre à la question, oui, si le budget nécessaire à l'évaluation d'un projet coûtait 100 000 ou 200 000 €, ça peut tout à fait, si le porteur de projet a déjà évalué le coût et qu'il l'estime il peut tout à fait le présenter, effectivement, et l'aide de toute façon sera portée au maximum à 50 000 € dans le cas échéant. Très bien. Une dernière question que je vois dans le chat. Au-delà des experts techniques, y a-t-il des experts en évolution de la RGPD liés à l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les processus pédagogiques? Alors voilà une très bonne question. C'est typiquement un cas qu'aujourd'hui, un cas de figure qu'on n'avait pas identifié jusqu'ici. Donc,
à date, dans la base de données, non, il n'y a pas ce type d'expert, mais c'est là où je vous disais, on veut que le dispositif il soit hyper agile et que les expérimentations elles soient cousu main en fonction des problématiques précises des lauréats. Et si ça, c'est une problématique majeure d'un projet qui a été jugé fort intéressant par le jury, eh bien, on ira identifier chez l'expert, parce qu'en effet, ce n'est pas un expert qu'on avait identifié comme ça a priori sur le HeadLab, mais c'est un sujet, la question telle qu'elle est posée là, qui pour moi fait complètement sens par rapport à la mise en déploiement d'un produit numérique pour l'éducation et l'information. Donc, ça mérite tout à fait d'être posé et on ira chercher l'expert, si possible régional, qui va bien pour aider l'entreprise à répondre à ça. Ok. Alors, je vais peut-être prendre la dernière question, une ou deux, s'il en reste encore, avant de conclure et surtout de laisser la parole également à Marie-Caroline Missire du réseau Canopé qui veut dire un petit mot. Le contexte, alors 2 dernières questions, 3, allez. Le contexte actuel doit-il permettre une solution 100% numérique ou hybride? Et autre question de Léo, quel est le ratio idéal entre dépenses internes, salaires, charges, etc. et les dépenses externes? Et est-ce qu'il y a un malus si les dépenses internes ne sont pas en Nouvelle-Aquitaine? Startup. Sur la deuxième question, je laisserai répondre Arnaud. Sur la première, on ne met pas d'indication. Bien sûr, la continuité pédagogique et la crise sanitaire a fait beaucoup évoluer aujourd'hui l'environnement et les problématiques des solutions numériques. Maintenant, on peut tout à fait venir avec une solution hybride comme avec une solution numérique 100%. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de blocage par rapport à ça. Non, on n'a pas mis de critères de ce type-là. Allez, la DER des DER, le nombre d'heures ou semaines d'implication du porteur de projet pendant le programme. Alors oui, sur ces questions un petit peu quelque part de frais généraux, frais de fonctionnement et rapport équilibre interne-externe, Arnaud, peut-être tu veux répondre? Il n'y a pas de ratio idéal, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de malus du tout. L'idée, c'est vraiment que les porteurs de projets, et c'est ce qui explique aussi le dispositif. Pourquoi aujourd'hui on accepte des startups et pourquoi on oblige par contre les startups à se faire accompagner par des acteurs locaux. C'est aussi pour ne pas être discriminant justement à l'égard de startups ou de projets qui ne seraient pas établis en Nouvelle-Aquitaine, mais qui ont quand même des projets sur lesquels on considère que ça fait sens complètement de les inscrire. Donc, non, aucun malus là-dessus. Et il faut quand même préciser, Arnaud, que réglementairement, il faut qu'on justifie d'un intérêt régional pour pouvoir… Oui, c'est voilà. Une aide. D'où l'appui sur le… On est obligé de vérifier qu'il y a des retombées dans le territoire. Sinon, il n'y a en effet pas d'aide. Exactement. Et sur le ratio idéal, non. Après, ce qu'il faut peut-être rappeler aussi, c'est que du coup, peut-être un élément de contexte un peu dit de manière abrupte, mais il n'y a pas de droit aux aides. C'est-à-dire qu'en fait, on a jusqu'à 50 000 € par projet et qu'après, nous, on se laisse aussi la possibilité de se dire, sur tel projet, en fait, ils ne nous proposent que des frais de personnel, par exemple, et on considère que c'est peut-être un peu trop par rapport à d'autres projets et que du coup, l'intervention sur ce projet-là sera peut-être minorée. Mais il n'y a pas de ratio idéal. Non, après, on s'attend quand même, j'imagine, pour le coup, et Fabien est peut-être étayé aussi, mais sur une expérimentation de cette nature-là, de toute façon, il y a nécessairement a priori des experts à mobiliser quand même. Le but, c'est de se faire évaluer sa solution. Donc, il y a à minima de toute façon des experts externes qui vont être là pour évaluer, qualifier le projet. Donc, ça viendra de toute façon contrebalancer éventuellement des frais de personnel interne qui seraient proposés, quoi. Donc, c'est une réponse un peu de Normand, mais oui, il n'y a pas de réponse très claire à proposer sur cette question-là. Super. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, le temps passe et on s'est engagé à respecter le timing. Et on a parmi nous Marie-Christine Missire du réseau Canopé. Et il est important pour nous de lui laisser la parole, tout simplement pour expliquer aussi le partenariat que vous êtes en train de sceller avec le SPN. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Super. Et bien, je vais me mettre un peu plus dans la lumière. Alors, je suis Marie-Caroline, mais Marie-Christine, c'est… Ah, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Je remercie les équipes du SPN, Fabien et puis Anne-Cécile Petit pour me permettre de me présenter à vous, tout simplement parce qu'on est très heureux d'approfondir notre collaboration qui est déjà ancienne avec le SPN, dans le cadre du Créaton, notamment à ce hackathon pédagogique qu'on organise chaque année ici à Réseau Canopé, et que ce qu'on vous propose dans le cadre de cet appel à
à projet et pour les lauréats, c'est un accompagnement plus ciblé sur la pédagogie, avec les forces et les experts de Canopé, hein, qui sont soit d'anciens enseignants, soit des enseignants en détachement, et qui ont vraiment une expertise sur, pour le dire très simplement, qu'est-ce qui fait qu'une solution numérique va être utilisée par les profs, qu'est-ce qui fonctionne en classe, qu'est-ce qui fonctionne moins, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme dispositif d'accessibilité, de tests, etc. Donc, on propose cet accompagnement. On est en train d'y travailler avec Anne-Cécile Petit, avec le SPN, pour le formaliser dans le cadre d'un partenariat. Mais l'idée, c'est vraiment d'être à vos côtés pour mettre à disposition toute l'expertise pédagogique qu'on a dans le réseau pour faire en sorte que cette expérimentation puisse vraiment réellement fonctionner de façon au bénéfice des élèves, bien sûr, et que ces outils puissent bien être appréhendés par les enseignants. Et cela s'inscrit dans les missions de l'établissement, des missions de formation des enseignants, et où, à titre personnel, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais que mon précédent poste était dans la EdTech, je suis très attentive et investie pour que le réseau puisse faire ce trait d'union entre la EdTech et l'éducation nationale. Et bien sûr, au vu de son implantation dans le territoire Nouvelle-Aquitaine, y jouer un rôle pour que ces EdTech puissent ensuite rayonner, s'implanter localement, si elles n'y sont pas déjà, créer de l'emploi et pourquoi pas aussi nous rejoindre. Voilà, donc c'est dans cette émulation-là qu'on est aujourd'hui, et je voulais vous en faire part. Et voilà, j'ai vraiment hâte qu'on puisse travailler avec vous. On y est particulièrement intéressé. Et Romain, qui est avec vous, que vous connaissez bien, hein, puisqu'il est directeur de notre service recherche et développement à Canopé, engagé depuis bien des années dans ce partenariat avec le SPN, pourra aussi répondre plus précisément à vos questions si vous le souhaitez. Je ne veux pas être trop longue, il est 14h59, je m'arrête. Et un grand merci. Merci Marie-Caroline. Je souhaite aussi, si elle nous entend, oui je la vois, laisser la parole à Anne-Cécile Petit de la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, merci. Pardon, donc juste un petit mot de conclusion. En effet, la région Nouvelle-Aquitaine a adopté une feuille de route pour le numérique au service de l'éducation et de la formation professionnelle. Et on cherche à se positionner comme une terre d'innovation, d'expérimentation, et on a vraiment l'ambition de consolider la filière EdTech régionale. Et on avait pressenti, et moi je me félicite en fait du succès là, remporté par l'appel à projet, l'AMI et le dispositif du Lab. On voit là aujourd'hui voilà, à la fois la forte participation et la richesse des questions. Ce qui veut dire qu'on n'était pas à côté de la plaque, parce qu'en fait ce dispositif, on l'a envisagé avant même voilà, tout ce qui est cette crise sanitaire, le confinement. Et en effet, le besoin d'accompagnement en sort davantage renforcé. Et ce qu'a dit Arnaud, vraisemblablement, on va devoir nous mettre un coup d'accélérateur et un coup de renforcement sur ce dispositif qui n'avait pas été dimensionné finalement au regard, a priori, des demandes, quoi. Mais tant mieux. Mais tant mieux, on accompagnera cette montée en puissance. Super. Merci beaucoup Anne-Cécile. Fabien, tu veux dire un petit mot? Parce qu'il est 15h01, mais juste peut-être pour repréciser, comme tu l'as dit dans le chat, que s'il y a des questions qui sont restées sans réponse, bien entendu, tu restes disponible pour y répondre. Et puis, puisque c'est enregistré, on pourra redescendre les questions. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion avant qu'on se quitte pour aujourd'hui? Écoute, non, je pense qu'on a déjà tout dit. En effet, très heureux de voir le succès de ce dispositif où on a beaucoup en effet de demandes aujourd'hui et même par mail et téléphone. N'hésitez pas, la date du 30 novembre, je sais qu'elle approche pour les porteurs de projets, donc le temps restant est assez court, on en est parfaitement conscient, mais il ne faut surtout pas hésiter à proposer un projet. On l'a dit aussi, il y aura une deuxième campagne de recrutement dès le mois d'avril 2021, ça va arriver vite également, qui permettra en plus d'être corrélé à la rentrée scolaire, puisque les expés dans cette deuxième campagne, elles démarreront en septembre. Donc voilà, je pense que sur ce dispositif, on a imaginé aujourd'hui des contreparties qui vont permettre de beaucoup mieux
interagir entre les entreprises qui proposent des solutions EdTech et leurs utilisateurs. Et donc, j'en suis ravi et on vous donne rendez-vous très vite pour la suite des aventures et déjà au 15 décembre pour la sélection des projets lauréats. Exactement. Merci beaucoup. Merci Je à vous tous. souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à très, très bientôt.